Aujourd'hui, dans notre émission Africa Europa, nous discutons de la situation de la Côte d'Ivoire à la veille des élections controversées dont certaines personnalités réclament le report. Alors, avec nous pour débattre de la situation en Côte d'Ivoire, Maria Arena, eurodéputée. Bonjour. Bonjour. Guillaume Soro, politicien. Bonjour. Bonjour. Charles Goerens, eurodéputé. Bonjour. Bonjour. Paul Sampou, vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Bonjour. Bonjour. Co-anime avec Ousmane Kaba, politologue. Bonjour. Plusieurs personnalités de la Côte d'Ivoire ont été déclarées non éligibles par la Cour constitutionnelle, dont M. Soro, qui est parmi nous. Donc, après avoir travaillé avec le président Ouattara, vous êtes aujourd'hui ennemi juré. Vous faites même dans la foulée l'objet de plusieurs poursuites judiciaires. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la situation? Merci, madame, de me donner la parole. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de moi. Je parlerai de la Côte d'Ivoire. Je parlerai de la sous-région ouest africaine. Ce qui est en jeu en Côte d'Ivoire, c'est que M. Alassane Ouattara, l'actuel président et président sortant, a décidé de violer notre constitution pour faire un troisième mandat. Et ceci est catastrophique pour le peuple de Côte d'Ivoire parce que, voyez-vous, déjà à l'annonce de la violation de la Constitution par sa candidature à un troisième mandat, nous avons déjà enregistré plus de 30 morts en Côte d'Ivoire. Et vous savez qu'en Afrique, généralement, les guerres partent des organisations, des élections mal organisées et impréparées. Il y a un an, j'étais en Europe pour dire à l'Europe, faites attention parce que M. Ouattara va brûler la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on y est. Et si la Côte d'Ivoire brûle, c'est la sous-région ouest africaine qui va brûler. Et c'est à peu près entre 300 et 400 millions d'habitants qui vont frapper à la porte de l'Europe. Donc il y a une catastrophe et je suis là pour vous dire qu'il y a lieu et urgence à agir en Côte d'Ivoire. Permettez-moi de faire deux constances. Une donc qui est sportive et l'autre purement politique. On vous appelle, certains vous appellent le Polydor de la politique ivoirienne. Effectivement, vous en connaissez des arcanes dans tous les sens et vous avez travaillé avec votre foi, votre engagement, avec un peu plus de tous les grands acteurs. Et la deuxième, c'est justement ce troisième mandat. Qu'est-ce que c'est? L'Afrique va-t-elle donc chaque année renouveler un président par-ci, par-là, se déclarer donc apte pour le troisième mandat comme si le fauteuil présidentiel était un fauteuil hérité? Qu'en pensez-vous? Alors, disons que personnellement, j'en ai honte. Et ensuite, c'est une dépréciation de la politique en Afrique. C'est une catastrophe. Et c'est très sérieux. M. Ouattara a fait 2 mandats. C'est d'autant plus grave et sérieux que M. Ouattara s'est targué d'être l'homme du FMI, puisqu'il a été directeur général adjoint là-bas. Et nous nous sommes surpris qu'au FMI, on apprenne à des intellectuels à demeurer au pouvoir. Je vous donne un exemple précis. En 1990, il y avait les partis uniques en Afrique. Après la chute du mur de Berlin, les Africains sont descendus dans les rues pour réclamer le multipartisme. En Côte d'Ivoire, en 1990, nous avons connu le multipartisme. Aujourd'hui, M. Ouattara, après 2 mandats, est en train de faire, pour moi, c'est un coup d'État civil. L'Afrique a connu les coups d'État militaires. Maintenant, nous sommes en train de connaître les coups d'État civils où on tripatouille les constitutions pour rester au pouvoir ad vitam aeternam. Et ça,
C'est l'enjeu qui est là. Et je suis ici pour vous dire que si Ouattara réussit à braquer, comme le braqueur braque la banque, s'il réussit à braquer notre constitution et à faire un troisième mandat, demain, messieurs, dames, vous ne pourrez pas dire au président Buhari du Nigeria de ne pas faire un troisième mandat. Vous ne pourrez pas dire au président Youssoufou du Niger de ne pas faire un troisième mandat. Vous ne pourrez pas dire à Macky Sall de ne pas faire un troisième mandat au Sénégal. Et ce sera le retour aux présidences à vie en Afrique. Donc le problème qui se pose aujourd'hui sur le continent africain, c'est est-ce que l'Europe accepte d'accompagner les présidences à vie en continuant d'apporter de l'argent, des appuis budgétaires à des chefs d'État, à des États voyous qui font des coups d'État civils. Le problème, c'est ça. Merci. Maria-Arena, vous êtes justement intervenue au sujet de la Côte d'Ivoire. Vous êtes une militante de droits de l'homme, vous vous battez pour les libertés fondamentales. Et justement, Guillaume Soro vous interpelle avec Charles Goerens en ce qui concerne ce risque de recrudescence de la dictature avec cette tendance à rempiler pour un troisième mandat, à changer la Constitution pour les intérêts personnels. L'Europe s'est investie aux côtés de l'Afrique dans le processus démocratique. Aujourd'hui, vous, en tant que représentant de l'Europe, quelle est la position de l'Europe ? Alors, plusieurs choses à dire par rapport à ça, et je remercie M. Soro d'avoir planté le décor dans le cadre de l'Afrique en général et de l'Afrique de l'Ouest aussi en particulier. Alors, premièrement, il n'appartient pas à l'Europe de dire si une personnalité africaine a droit à 2, 3, 4, 5, 6 mandats. C'est la constitution du pays qui désigne effectivement les règles dans ce pays. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la constitution de la Côte d'Ivoire dit que effectivement, il doit y avoir 2 mandats maximum. Et ça, c'est la règle qui a été votée par le Parlement ivoirien, qui a été acceptée par le peuple ivoirien. Et il se doit que les chefs d'État et de gouvernement respectent les lois qu'ils ont eux-mêmes votées. Et donc, ce n'est pas une ingérence de l'Europe de dire oui ou non à un troisième mandat. C'est au peuple ivoirien et aux autorités ivoiriennes de respecter les lois qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Ce que nous avons observé au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est que depuis la proclamation de la volonté d'aller au troisième mandat de M. Ouattara, il y a eu la population qui s'est exprimée contre cela, des mouvements qui sont allés dans la rue, qui ont été réprimés durement en Côte d'Ivoire. Il y a aussi la volonté d'aller, je dirais, de force à l'organisation de ces élections, avec des difficultés vécues à l'intérieur de l'organisation de ces élections, la non-indépendance de la CNI, une CNI non inclusive, une justice non indépendante, une constitution non respectée. Donc c'est une somme de choses qui ne sont pas des garanties de la bonne gouvernance de la Côte d'Ivoire. Et c'est à ce titre-là, alors, que l'Europe peut effectivement intervenir, parce que nous avons un contrat avec les pays d'Afrique qui est l'accord Cotonou, post-Cotonou, dans lequel nous disons nous sommes en partenariat à la condition qu'il y ait un respect d'un certain nombre de règles, dont les règles de la gouvernance et de la démocratie. Et manifestement, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, mais pas uniquement en Côte d'Ivoire, si on prend le voisin de la Guinée, qui va avoir ses élections également ce week-end sur le troisième mandat, on voit qu'il y a une tendance aujourd'hui à vouloir aller vers cette rupture des termes de l'accord qui avait été passé. Et c'est à ce titre-là, effectivement, que l'Europe pose un certain nombre de questions. Merci. Monsieur Charles Goerens, vous militez aussi pour les droits de l'homme. Que pouvez-vous ajouter par rapport à la déclaration de Maria-Arena ? Écoutez, l'Union européenne est le résultat tel qu'elle existe maintenant. Et le résultat d'une évolution longue de plusieurs décennies. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, chaque pays était centré sur lui-même. Puis on s'est doté d'institutions internationales, supranationales, avec comme motto « le droit international prime le droit national ». Même les constitutions
doivent être compatibles avec les traités internationaux auxquels nos pays ont souscrit. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que l'Union européenne s'est dotée d'un instrument, l'article 2 et l'article 7 du traité de Lisbonne, pour en venir à bout d'un processus de violation systématique des droits fondamentaux. Nous avons deux pays en Europe, la Hongrie et la Pologne, qui bafouent les droits fondamentaux de leurs citoyens. Leurs citoyens ne sont pas en mesure de faire juger les dérives par leurs tribunaux nationaux, donc ils ont intérêt à avoir une cour ou des mécanismes supranationaux pour ce faire. Et je me garderai bien de donner des leçons à l'Afrique, parce que pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de faire respecter ces droits par la Hongrie et la Pologne. Pourquoi? Parce qu'il y a un hiatus dans ce mécanisme. Il faut que ceux qui condamnent l'État en question soient unanimes. C'est l'unanimité moins 1. Comme les deux pays, la Pologne et la Hongrie, sont solidaires, il n'y aura pas de condamnation. Donc, ce que je veux, c'est que nous partagions nos enseignements avec l'Afrique. La Côte d'Ivoire est située au cœur d'une coopération internationale ou régionale. Elle est membre de l'UEMOA, elle est membre de la communauté des États économiques des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc je crois que ces deux ensembles ont intérêt, d'ailleurs ils le font, à s'inspirer des mécanismes qui régissent notre vie dans la maison commune de l'Europe. Et je crois que c'est là que la région pourrait être un dernier recours pour des citoyens désabusés pour les raisons que vous venez d'exposer. Donc je crois que dans le cadre du dialogue politique, nous avons intérêt à privilégier la dimension régionale. Je crois que c'est un peu le parent pauvre de la politique UE-Afrique. En théorie, c'est très bien. Les institutions internationales existent, mais elles sont pour la plupart du temps purement intergouvernementales, donc il y a des autoblocages. Alors moi, j'aimerais qu'on puisse surmonter cela et que cela soit au centre d'un débat entre le continent africain et l'Union européenne, hein, et qu'on ne se réunisse pas à Lisbonne ou en Éthiopie pour signer solennellement une résolution qui a été déjà rédigée avant le départ des chefs d'État et de gouvernement pour ces capitales où se réunit une fois par an le sommet UE-Afrique. Voilà ma position de principe. Je me fais beaucoup de soucis à propos de la Côte d'Ivoire. Il y a 50 ans, la Côte d'Ivoire avait un produit intérieur brut à peu près égal à celui de la Corée du Sud. Vous voyez l'évolution des deux pays. On ne peut pas dire que le système ivoirien a été particulièrement performant. Dans tous les sens, d'ailleurs. Monsieur le Président, vous avez entendu ce que les deux eurodéputés ont eu à dire. De cette vision, selon vous, pourquoi il y a eu détachement? Pourquoi on a commencé à choisir ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas se présenter à l'élection? Et deuxièmement, dans votre plan de travail, est-ce que vous avez prévu quelque chose? L'économie d'abord, cacao, café, ou bien la société qui est à pratiquement 60% de 15 ans. Qu'en pensez-vous? Merci. Alors, je suis parfaitement d'accord avec les propos de la députée Maria. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, les instruments électoraux, le juge électoral, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, la CEI, sont inféodés à M. Ouattara. Il n'y a rien à espérer de ces structures. Alors, l'opposition politique, je dis bien l'opposition politique unie, a essayé de manifester. Vous connaissez les résultats, 30 morts, des centaines de blessés, des arrestations. Je vous signale qu'il y a aujourd'hui 5 femmes qui ont été arrêtées avec pour crime ou délit le fait de vouloir manifester contre un 3e mandat. La question du 3e mandat, il faut le savoir,
c'est un coup d'État civil. On impose au peuple de faire un mandat illégal et illégitime. C'est pourquoi je dis qu'il y a lieu d'agir. Et moi, je pense qu'on a vu l'Union européenne agir en RDC en imposant des sanctions ciblées au régime. Ça fait reculer M. Kabila. Il y a jurisprudence. On a vu en Côte d'Ivoire l'Union européenne faire des sanctions ciblées en 2010 contre Gbagbo. Ça a permis d'éviter des morts. Alors, ce que les Ivoiriens ne comprennent pas, c'est ce deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, il faut que face à M. Ouattara, qui le 31 octobre s'obstine à vouloir faire des élections, sachant que ces élections vont déclencher donc des tueries en Côte d'Ivoire, mieux vaut prévenir que guérir. Nous pensons qu'il faut envisager des sanctions ciblées pour faire reculer M. Ouattara. Nous sommes justement Le avec... peuple, lui, il est mobilisé. Le député a parlé donc des cours supranationales. Je voudrais lui dire qu'en ce qui concerne la commission électorale indépendante, il y a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est pour l'Union africaine, ce que la Cour européenne des droits de l'homme et des peuples est pour l'Union européenne. Donc cette Cour a décidé, que la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire n'était pas indépendante, qu'il fallait la changer. Deuxièmement, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en Côte d'Ivoire a dit que M. Laurent Gbagbo était éligible et devrait être inscrit sur la liste électorale. Troisièmement, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a dit que les poursuites qui étaient engagées contre M. Guillaume Soro et les arrestations des femmes et autres acteurs politiques qui sont en prison devraient être immédiatement libérés. Quatrièmement, il y a 4 décisions de cette Cour. J'ai les 4 décisions ici rassemblées. Monsieur Soro, justement, nous sommes avec Monsieur Soro. Justement, Monsieur Paul Sampou qui est avec nous, qui est vice-président de la Fédération internationale de droits de l'homme pour Paris. Vous avez justement parlé du cas d'exemple de la RDC. Donc, Monsieur Paul Sampou peut nous éclairer et nous apporter son témoignage par rapport à cela? Oui, tout à fait. Je salue le président Guillaume Soro. Et bon, la Côte d'Ivoire, comme la Guinée-Conakry, y compris d'autres pays, mérite un regard particulier par rapport aux élections qui sont annoncées. Et puisque nous constatons que dans la plupart des pays africains, il y a du recul. Toutes les victoires engrangées sur la rampe de la démocratie aux années 80-90, 10 ans après, nous sentons qu'il y a vraiment un recul. Et parmi les 20 élections qui sont prévues cette année, si les élections telles qu'elles sont en train d'être imposées en Côte d'Ivoire aient lieu dans des conditions qui ne sont pas pour nous, défenseurs des droits de l'homme, des conditions de liberté, des conditions de transparence, des conditions apaisées, je crois qu'on donnera encore un signal, un très mauvais signal aux autres pays, aux autres dirigeants africains, afin de se lancer sur cette voie, de se taper un 3e mandat. Et déjà, il y a quelques pays où on a des présidents, des dirigeants qui ont presque un mandat à vie. Alors, pour revenir directement à la RDC, le président Guillaume Soro subit un peu ce que Moïse Katumbi, un acteur qui était dans la course, que les institutions, si vous voulez, sous le régime Joseph Kabila, avaient carrément mis de côté, invalidé,
presque dans les mêmes conditions. Alors, nous, société civile, nous étions mobilisés, et Congolais avec leurs partenaires de la société. On n'entend plus rien. On va le reprendre après. Justement, M. Soro a parlé du 2 poids 2 mesures et a évoqué éventuellement des sanctions. Est-ce que l'Europe fait effectivement du 2 poids 2 mesures? J'ai essayé d'expliquer dans ma première prise de position que l'Europe est assez mal placée pour donner des leçons au reste du monde. L'Europe, en tant que continent, nous avons des démocratures, nous avons un recul de la liberté dans nombre de pays, y compris à l'intérieur de l'Union européenne elle-même. Alors, voulez-vous qu'on soit aussi arrogant de donner des leçons, de dire à la Côte d'Ivoire ou à la RDC comment il faut faire, alors que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à garantir la liberté de la presse en Hongrie et en Pologne. Moi, ce que je veux dire, c'est que la Côte d'Ivoire et le Congo ne sont pas tout à fait les mêmes cas, parce qu'au Congo, il y avait une transition démocratique décidée ensemble avec l'Union européenne. Là, le rôle de l'Union européenne en tant que partenaire était accepté, et c'est sur cette trajectoire que nous nous sommes affirmés. C'est la raison pour laquelle nous avons accompagné le processus électoral. Nous avons même envoyé une mission de l'Union européenne en Afrique en appui à cette mission électorale. Ce que je veux dire, c'est que l'Europe peut tout faire dans le partenariat, à condition qu'elle trouve sur place une masse critique suffisante pour l'aider. Deuxièmement, j'étais ministre de la coopération au développement en 2000, lorsqu'on a décidé de négocier les accords de Cotonou. Dans ces accords de Cotonou, on a essayé de privilégier un peu le rôle des acteurs non étatiques, la société civile, donc tout ce qui n'est pas institution officielle, contre l'avis majoritaire des Africains. On a dû l'imposer. L'Europe est prête à soutenir les courants responsables à condition de trouver aussi une plage suffisante pour asseoir son autorité. Parce que si elle n'est pas acceptée par nos partenaires, c'est différent. Alors là où les États ne peuvent pas intervenir, vous avez la société civile européenne qui peut intervenir, les partis politiques ou d'autres acteurs. Mais pour l'Union européenne en tant que telle, il faut qu'elle reste dans le schéma assez étroit qui sont les traités internationaux. Je suis demandeur pour qu'on élargisse ce champ de coopération, à condition de pouvoir déboucher, d'avoir une chance raisonnable de déboucher sur quelque chose de plus constructif. Mais la France est quand même intervenue en Côte d'Ivoire dans le cas de la contestation des élections avec Laurent Gbagbo, qui a même terminé à la CPI. Alors, plusieurs choses par rapport à la situation, et je pense que les comparaisons sont toujours un peu malvenues, dans la mesure où il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y avait eu une décision que M. Ouattara n'irait pas au 3e mandat. Et qu'il y avait une proposition pour que son Premier ministre soit le candidat du groupe politique auquel il appartient. Ce qui s'est passé, c'est que le Premier ministre est décédé et que, dans ce cadre, M. Ouattara a estimé qu'il était le seul à pouvoir être le candidat dans une situation qui était une situation court terme. Donc, comparer cette situation avec la RDC où il y avait une volonté manifeste du camp Kabila de ne pas organiser l'alternance et où l'Europe, pendant des mois et des mois, a fait pression pour que cette alternance puisse avoir lieu, c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé sur la question des sanctions à l'égard de la RDC avant les élections, parce qu'il y avait des faits de violence liés à cette volonté d'organiser un référendum, de maintenir la position de M. Kabila. Et c'est vrai que les sanctions, et je suis de celles qui prônent l'utilisation des sanctions qui sont un outil, de pouvoir les utiliser à bon escient. Ça marche dans certains cas, ça ne marche pas dans d'autres cas. Si on prend la question du Burundi, par exemple, on n'a non pas fait des sanctions ciblées au Burundi, on a arrêté l'aide au développement au Burundi, et le Burundi a continué dans sa marche pour la dictature. Et donc, dans certains cas, les sanctions fonctionnent.
ce sont des pays dans lesquels on a des relations diplomatiques importantes. Dans d'autres cas, les sanctions ne fonctionnent pas. Ici, j'ai un peu envie de dire qu'on a été pris de court par rapport à une situation ivoirienne et qu'il me semble essentiel de pouvoir rétablir une situation qui permettrait, non pas à l'Europe, mais au peuple ivoirien d'adhérer à un processus. Manifestement, ce n'est pas le cas. Et donc, il va falloir continuer à travailler avec la Côte d'Ivoire et malheureusement, les élections ayant lieu fin octobre, il n'y aura pas de mécanisme de sanction parce que vous savez que mettre en place un mécanisme de sanction en Europe est quelque chose d'extrêmement long, d'extrêmement lent, et donc il n'y aura pas de mécanisme de sanction. Par contre, avant, préélectoral. Par contre, en fonction de la manière dont les élections se passeront, dont l'adhésion du peuple ivoirien pourra se faire, dont la stabilité du pays et de la région serait mise en question, dans ce cadre-là, il pourrait y avoir, je dirais, une relation changée entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, justement, à ce point précis, les deux eurodéputés ont parlé. Et vous, qu'attendez-vous de la CEDEAO ou bien de l'Europe? Vous, précisément. Non, alors, rapidement, parce que... J'ai le sentiment de ne pas me faire bien comprendre sur ce plateau. On me dit à moi, M. Ouattara viole la Constitution, mais ce n'est pas grave. En Afrique, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas ce qu'on dit. Allons-y à l'élection. Et une fois que M. Ouattara aura fini de violer la Constitution et qu'il va s'imposer par la force, on verra si il est accommodant ou s'il n'est pas accommodant. C'est pas ce qu'on dit. Non. Madame Marida, c'est pas ce qu'on dit. Non. N'a pas le Je m'inscris en faux contre ce que vous dites là. Faire un troisième mandat, oui ou non? Donc, si M. Ouattara n'a pas le droit de faire un troisième mandat, mais il faut qu'on trouve les mécanismes. Monsieur Soro, Madame Maria-Arena va répondre. Donc ne dites pas ce qu'on n'a pas dit. Donc, nous n'avons pas dit. Oui, je vous entends, voilà. Je vous entends. Monsieur Soro, donc ni Charles ni moi n'avons dit que M. Ouattara ne violait pas la Constitution. Nous avons dit d'entrée de jeu qu'il y avait une Constitution votée et décidée par la Chambre ivoirienne et qu'il est en contradiction avec sa loi. Et donc, là-dessus, on est tout à fait d'accord. La question est quel est le pouvoir de l'Europe de sanctionner aujourd'hui une situation telle que celle-là? La question est là. Moi, je vous réponds que dans le délai qui nous est imparti, c'est-à-dire entre aujourd'hui et les élections telles qu'elles sont programmées en Côte d'Ivoire, l'Europe ne pourra pas réagir. Elle sera dans l'incapacité de réagir. Monsieur Goerens. OK. Monsieur Goerens. Donc, j'étais en train d'expliquer, si on est d'accord là-dessus, que M. Ouattara est en train de vouloir braquer la Côte d'Ivoire, capturer le pouvoir d'État, et qu'il va faire des émules dans la sous-région ouest africaine, pour ne pas dire en Afrique. Donc, on va avoir un grave recul avec des chefs d'État qui vont devenir des chefs d'État à vie. Maintenant, l'information que je vous porte à vous, Europe, c'est de dire que les peuples africains, notamment en Côte d'Ivoire, l'opposition politique s'opposera à l'élection du 31 octobre et elle n'aura pas lieu. Nous allons empêcher par tous les moyens légaux la tenue de l'élection le 31 octobre. Parce que nous pensons que de la même façon qu'en 1990, les Africains sont descendus dans les rues, ont pris leurs responsabilités pour obtenir le multipartisme, nous pensons de la même façon que les Burkinabés sont descendus dans les rues à Ouagadougou pour chasser M. Compaoré, pour dire qu'il n'a pas le droit de violer la Constitution. De la même façon, en Côte d'Ivoire, nous allons nous mobiliser pour qu'il n'y ait pas d'élection le 31 octobre. Charles Goerens, il faut que l'Europe soit informée. Oui. Justement, Charles Goerens, vous pouvez donner votre point de vue Oui. Moi, j'ai pris beaucoup de précautions oratoires dans mes premières prises de position pour ne pas ouvrir un horizon d'attente que je ne serais pas en mesure de remplir. C'est évident. L'Union européenne peut faire trois choses. Première chose, dialogue politique.
on peut aborder tout dans le cadre d'un dialogue politique. Deuxièmement, l'accord de Cotonou permet des sanctions assez graves. Suspendre la coopération, le flux d'aide dès lors qu'il y a un coup d'État ou une flagrante violation des droits fondamentaux d'un pays. On peut le faire. On le fait très rarement. On l'a fait 2 fois au Niger. Je crois qu'on l'a fait aussi... Au Burundi. Au Zimbabwe, au Burundi. On peut le faire. Troisième chose, et c'est celle-là que je voudrais privilégier, je crois que ça rejoint aussi ce que dit Maria Arena, l'Europe peut être, et elle doit être, un facilitateur partout. Je ne dis pas que l'Europe doit dire « ça ne nous regarde pas », mais l'Europe doit venir discuter avec les 2 partenaires et dire « est-ce que vous acceptez que nous jouions un rôle de médiateur ?» Et je vois très mal l'Europe aller au-delà. Donc c'est la diplomatie, l'art de la diplomatie européenne qui doit faire ses preuves dans ces situations. On a eu des degrés d'engagement très divers. Au Congo, on est allé assez loin. Au début, ça paraissait marcher très bien. Et puis, lorsqu'arrive une dégradation très flagrante, on n'a pas toujours les moyens légaux ou dans le cadre d'une convention avec ces pays pour intervenir. L'offre de facilitation, elle doit toujours être présente. Paul Simpou, en tant que représentant du FIDH, vous avez peut-être des pistes africaines à la solution? Bon, nous allons essayer de voir nos membres en Afrique nous organiser et suivre ce qui se passera le 31 et voir comment la population réagit. Mais j'aimerais vite revenir à l'Union européenne puisque l'occasion est donnée. On constate vraiment la descente aux enfers avec des pays comme la Chine, la Russie, qui ne sont pas du tout intéressés aux questions des droits de l'homme et de la démocratie et qui soutiennent des systèmes vraiment dictatoriaux, autocratiques, etc. Mais en face de cette descente aux enfers, je pense que l'Union européenne a un rôle à jouer pour essayer d'aider au rétablissement, plutôt aider d'agir dans un partenariat stratégique avec les pays africains, afin de contribuer effectivement à la restauration, mieux au renforcement des institutions démocratiques, des sociétés civiles, le système judiciaire, et promouvoir un environnement qui peut anticiper de tels coups d'État, comme M. Guillaume Soro l'a dit, des coups d'État constitutionnels. Il faut, pour nous, que l'Union européenne, dans son partenariat, qu'on sente que l'Union européenne ne s'intéresse pas seulement des élections présidentielles. Il y a un environnement qu'il faudrait étudier avant les élections présidentielles. Merci, Paul. Je voudrais dire quelque chose. Oui. L'Union européenne est très engagée. Nous sommes de loin le premier bailleur de fonds. On se refuse d'appliquer une conditionnalité trop stricte, parce qu'on risquerait alors de pénaliser les populations sur place. Donc on prend beaucoup de précautions, on essaie d'être le plus proche possible des populations, et l'interlocuteur de l'Union européenne, ce sont les États. Nos représentations sont présentes partout. Et on peut avoir l'impression que l'Europe ne fait pas assez. Malheureusement, la politique africaine de l'Union européenne n'a pas de visage, il faut le dire tel quel. Donc, elle n'a pas assez de visibilité. Il y a d'autres pays qui font beaucoup moins que l'Union européenne et qui ont une visibilité de tonnerre. Donc, je crois qu'on doit travailler aussi là-dessus. Nous sommes en train, Maria et moi, de négocier le NDICI. C'est l'instrument de financement de la politique extérieure de l'Union européenne. On dépasse même le montant consacré au cours des années 2014 à 2020, alors que le Royaume-Uni faisait encore partie de l'Union européenne. À 27, on consacre encore un montant supérieur à la période de 2014-2020. Donc on ne peut pas dire que l'Europe n'est pas suffisamment présente. Elle a intérêt à faire connaître ce qu'elle fait. OK. Paul Simpou, je vous remercie. Bien entendu, vous êtes le bienvenu dans l'émission Africa Europa. Malheureusement, c'est vrai que le débat il est intéressant. On va continuer avec Patrick, mais comme vous savez,
même en dehors du plateau, on va poursuivre la discussion. Et donc, voilà, vous êtes vraiment le bienvenu pour une prochaine émission. Monsieur Soro avait envie de dire quelque chose. Oui, mais c'est pas Monsieur Soro est avec nous encore, donc on va se connecter avec Patrick et on va continuer la discussion. Un peu ce que je peux ajouter, Bona, c'est que nous sommes vraiment dans le cas de la Côte d'Ivoire comme le serpent qui se mord la queue. Parce que la situation du troisième mandat, le fait que les opposants politiques à Dramane Alassane Ouattara, président de la République, c'est lui qui a créé la situation en disant pas de troisième mandat. Bien sûr. C'est d'abord lui qui l'a dit. Et d'autant plus que M. Ouattara a lui-même annoncé clairement Qu'il ne serait pas candidat. Tout à fait. Et puis il se retourne, il est maintenant candidat et il ne veut plus rien entendre. Donc là, je comprends la détresse de M. Soro. C'est ce que j'expliquais. Je suis tout à fait d'accord. Monsieur Soro, oui. Oui, merci. Effectivement, je dois dire que moi, j'ai été collaborateur de M. Ouattara. J'ai été dans la posture de dauphin constitutionnel en Côte d'Ivoire. J'ai été son Premier ministre, son président de l'Assemblée nationale. Je peux vous dire que la Constitution n'autorise pas un troisième mandat. Ça, il n'y a pas d'interprétation. La volonté de M. Ouattara, aujourd'hui, de briguer un troisième mandat est anticonstitutionnel. Donc, mettons-nous d'accord que c'est un coup d'État constitutionnel en Côte d'Ivoire. Alors, au niveau donc, des sanctions, moi je suis pour les sanctions ciblées. Oui. C'est-à-dire le régime. Parce que quand on fait des sanctions sur les budgets, etc., c'est le peuple que ça fait souffrir. Je vous dis que j'étais Premier ministre donc, en 2010 avec M. Ouattara, et c'est nous qui avons travaillé sur les sanctions en Côte d'Ivoire, qui avons transmis les listes des personnes sanctionnées. Et nous savons l'effet que ça fait sur le régime de M. Gbagbo. Madame Marie-Arena, oui. On va revenir vers Marie-Arena, oui. Je pense évidemment, et Charles le disait tout à l'heure, qu'un message clair, et je pense que M. Borrell, le haut représentant, a donné un message clair à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, et qui était de dire l'Union européenne a des outils qui peuvent effectivement sanctionner. Et s'il s'avère que M. Ouattara ne respecte pas la Constitution, qu'au terme des élections qu'il organiserait, il y aurait des soulèvements de population, l'Europe a la possibilité effectivement d'utiliser l'article qui est prévu dans l'accord de Cotonou et qui permettrait soit de bloquer non pas les aides à la Côte d'Ivoire, aides qui pourraient être réorientées vers la société civile par exemple, mais qui pourraient aussi avoir des sanctions ciblées comme le gel des avoirs en Europe, des personnes qui seraient dans le gouvernement de M. Ouattara, ou le visa ban qui empêcherait effectivement à ces personnes de venir sur le territoire européen. Mais ce sont des outils qui devront être décidés dans le cadre du Conseil, et encore une fois, ce sera décidé à l'unanimité à l'intérieur du Conseil, donc il devra y avoir un travail de diplomatie à l'intérieur de l'Europe pour que le Conseil finalement arrive à une position telle que celle-là, mais elle ne pourrait se faire que si M. Ouattara va jusqu'au bout de ce qu'il veut faire actuellement, c'est-à-dire violer la Constitution. C'est ce qu'on fait un peu vis-à-vis de la Biélorussie. Hein. Là aussi, on a des sanctions très ciblées, avec une possibilité de graduation. Tout à fait. Donc on commence, au début, on a laissé Loukachenko dehors, et après, on peut toujours aller à un échelon supérieur. Oui. La dernière information que je voulais vous donner, c'est que la sous-région ouest africaine, c'est 391 millions d'habitants. Oui. Si la Côte d'Ivoire brûle, ce que je ne souhaite pas, le 31 octobre 2020, c'est toute la sous-région qui va s'embraser. Vous savez déjà qu'au Mali, il y a les djihadistes, il y a le terrorisme au Burkina, au Niger. Si la Côte d'Ivoire, qui pouvait être le paravent à ces fléaux, brûle avec l'élection, vous avez 391 millions d'habitants et environ des dizaines de millions de jeunes Africains vont courir la Méditerranée à vos portes. Donc je pense que c'est déjà, il faut prévenir la catastrophe.
Parce que l'immigration, elle existe pourquoi? Parce que les populations fuient les guerres, parce que les populations fuient les misères, issues de la pauvreté et donc des politiques économiques que nous mettons en place. Et moi, je suis un whistleblower. Je lance en fait des alertes pour dire, attention, si la Côte d'Ivoire brûle par la faute de M. Ouattara, vous aurez un problème. C'est la sécurité de 391 millions de population ouest-africaine qui sera à regarder et à considérer par l'Union européenne. Patrick, vous êtes journaliste et vous observez pour le moment la situation en Côte d'Ivoire. Que pourriez-vous poser comme question aux eurodéputés et à M. Soro? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Mona, bonjour aux eurodéputés, bonjour à M. Soro. Excusez-moi, je viens juste d'être connecté, donc je n'ai pas suivi tout le débat. Mais j'ai écouté les derniers propos de M. Soro. Vous m'écoutez? Oui, oui, bien entendu. Oui. Alors, je voudrais poser la question à M. Soro. Vous avez dit que si la Côte d'Ivoire brûle, vous aviez rédigé un livre « Pourquoi je suis devenu rebelle ». Est-ce que c'est une option pour vous de redevenir rebelle face à M. Ouattara? Merci. Alors effectivement, en 2005, j'ai écrit « Pourquoi je suis devenu rebelle ?» Parce que le mot « rebelle » aujourd'hui est galvaudé dans le monde entier. Le mot « rebelle », et je voulais lui donner ses lettres de noblesse, parce que « rebellio » qui vient du latin, veut dire la révolte contre une loi unique. Donc, il y a une première agression contre laquelle on se révolte. Il ne faut pas confondre un rebelle et un brigand ou un gangster. Un rebelle a un idéal, a un objectif, il se bat contre l'injustice, il se bat contre un ordre unique. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et c'est le message que je veux faire passer, c'est que M. Ouattara, qui était vu comme un homme des institutions internationales, il a fait un PhD aux États-Unis, il a été DGA du FMI. Monsieur, si la Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens acceptent que ce monsieur, qui a ce profil, ce CV, apparemment apprécié par l'Occident, arrive à casser la digue du troisième mandat, fait un troisième mandat en Côte d'Ivoire, soyez sûrs que c'est le recul de la démocratie assurée en Afrique. Vous ne pourrez pas interdire à M. Boari au Nigeria de faire un troisième mandat. Patrick, aux eurodéputés? Patrick, aux eurodéputés? Oui, aux eurodéputés, en 2010, l'Union européenne avait pris des mesures face à M. Gbagbo. Est-ce qu'elle va faire la même chose pour M. Ouattara, s'il s'obstine dans sa démarche? Oui, c'est justement ce qu'on était déjà en train d'en débattre. Mais ils peuvent... Et donc, l'Europe a les outils pour le faire. Elle a, comme je le disais tout à l'heure, l'accord de Cotonou qui permet effectivement de prendre des sanctions à l'égard d'un pays si les objectifs de gouvernance et de démocratie ne sont pas respectés. Et l'Europe a la possibilité de prendre des sanctions ciblées à l'égard de personnes dans un pays qui viole gravement la question des droits de l'homme. Et donc oui, l'Europe pourra le faire. Alors nous sommes parlementaires. Les institutions européennes sont compliquées. Les institutions européennes sont compliquées parce que les parlementaires peuvent prendre une position qui est une position politique, je dirais majoritaire, qui demande qu'il puisse y avoir des sanctions. Mais le mécanisme des sanctions relève de la compétence du Conseil. Et donc, c'est une force politique d'avoir le Parlement avec elle pour prendre la décision. Mais in fine, ces décisions relèvent des États membres à l'intérieur du Conseil. Et donc, c'est une question qu'il faudra poser au Conseil en matière de prise de sanctions à l'égard de la Côte d'Ivoire. La question est essentielle, mais le timing, malheureusement, avance. Donc moi, je propose à Ousmane Kaba de conclure, mais la conclusion n'est pas la fin.
nous allons continuer à approfondir la discussion concernant la Côte d'Ivoire. Et bien entendu, dans les prochains jours, vous êtes encore le bienvenu pour en débattre sur Africa Europa. Je voudrais juste dire un mot. Oui. Il faut bien entendu privilégier toutes les possibilités de coopération. Mais qui dit coopération, et je tenais à le dire depuis le début de mon intervention, dit aussi limites. Et les limites sont là où les Africains peuvent régler eux-mêmes les problèmes. Ils ne peuvent pas tout régler. C'est la raison pour laquelle, je vous le dis, parce que vous venez de nous rejoindre un peu plus tard, nous avons un rôle de facilitateur à jouer, mais vous avez nombre de facilitateurs en Afrique. Et nous agissons, comme vient de le dire Maria Arena, dans le cadre des accords qui nous lient avec les pays africains. Et là, il y a une marge d'interprétation et je voudrais qu'on use de toute la marge. Mais ce n'est pas à nous de dire qui va diriger les pays. Nous pouvons privilégier l'éclosion ou la promotion ou l'amélioration du système démocratique pour les choisir. Nous pouvons partager des enseignements. Nous pouvons déclarer des sanctions ciblées, mais nous avons un pouvoir limité. La première responsabilité, là aussi, je fais un parallèle avec la Biélorussie, c'est la population elle-même qui doit le faire, parce qu'elle n'a pas intérêt à ce qu'elle soit placée sous la botte de l'Union européenne. Là, il faut que l'Union européenne soit suffisamment intelligente pour encourager le processus émancipatif de nos partenaires. Donc, on prend note qu'on peut continuer. Dans le prochain débat sera la cible, des sanctions ciblées. Tout à fait. Et voilà, donc... et c'est un grand livre ouvert où il y a eu des pistes. Et je crois qu'au niveau du président, il y a donc, on peut dire, une certaine précipitation qui va donc d'une certaine constatation sur le terrain. Et au niveau des députés européens, c'est la vision mondiale et de la relation qu'ils ont avec beaucoup de pays africains, surtout à travers le fameux accord de Lomé. Et c'est sûr qu'au niveau des droits de l'homme, il y a toujours cette question, quand est-ce qu'il faut vraiment frapper ou bien quand est-ce qu'il faut regarder et attendre que l'acte soit posé pour agir? Là, la question, Monsieur le Président. Donc, voilà, à cause de la Covid-19, malheureusement, tout le monde n'a pas pu être présent sur le plateau. Nous devons respecter la distanciation sociale, mais nous espérons très rapidement vous voir physiquement avec nous sur le plateau d'Africa Europa. Et je suis convaincue que les 2 eurodéputés ont bien entendu la problématique et vont réfléchir avec vous sur des pistes de sortie de crise et ils gardent le contact avec vous, Monsieur Soro. Donc ça, j'en suis convaincue. Et merci à tous d'avoir participé. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir donné la parole. Merci aux eurodéputés. J'ai suivi la déclaration de Madame Maria. Oui. Une déclaration qui a été appréciée par le peuple de Côte d'Ivoire, pas par moi, mais par les Ivoiriens. J'ai vu les nombreuses réactions. Et je suis heureux que vous continuiez d'accompagner la Côte d'Ivoire sur ces questions-là. Parce que nous, les Africains, nous méritons aussi la démocratie. Non pas parce que c'est un luxe, mais la démocratie sera l'antidote aux guerres, au djihadisme et aux tensions en Afrique. Merci de soutenir la démocratie en Afrique. Merci. Merci à vous.